Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Cinquième Mur, votre émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir le cinéma à travers nos yeux passionnés et remplis d'amour pour lui. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui est un jour un peu spécial puisque enfin on peut se retrouver tous ensemble dans une même pièce pour enregistrer et ça nous fait extrêmement plaisir. Bonjour Marvin. Bonjour Thibaut. Bonjour Jean. Bonjour Thibaut. Bonjour Charles. Salut Thibaut. Et bonjour Ben. Ah, t'es chaud, Thibaut, là, c'est incroyable. Là. Qu'est-ce qu'il est chaud, bonjour. Comme jamais là, j'ai de l'énergie de vous voir, ça me fait trop plaisir. comment ça va du coup? Bah ça va, hein. Et toi? Bah du coup ouais ça va effectivement. Ça a l'air d'aller, hein. Yes, a l'air d'aller, ça fait plaisir de vous voir chaud patate. Ouais, non, Mais ça y vraiment. est, toujours sur mes côtes, hein. On a trop de choses à dire, c'est pour ça, là, on sait pas par où commencer. C'est ça, On exactement. aime beaucoup. Du coup, avant d'attaquer un peu le film dont on va vous parler aujourd'hui, je propose de faire un petit tour de table comme on a l'habitude de faire aujourd'hui. Marvin, qu'est-ce que tu as pu découvrir durant ce petit mois de mai? Remis pour la 3e fois sur Karim Debache. C'est incroyable, faut regarder ses chroniques cinéma, même s'il a arrêté depuis longtemps, ça vachement bien. Et en vrai, ouais, ils disent des trucs super cool. À mon avis, c'est bien scripté parce que c'est bien foutu et tout, c'est bien monté, mais c'est incroyable. J'ai regardé tous les chromas, là, les 12 épisodes. C'était un plaisir. On revoit Jean Reno qui fait un doublage en russe avec une voix d'américain et tout, c'est incroyable. Vodka. C'est ça, vodka. Et toi, Jean, qu'est-ce que tu as découvert? Moi, ça sera Stream VF sur le stream, l'émission de Donald Renew qui parle des voix françaises de nos chers jeux vidéo ou séries de notre enfance, ou pas d'ailleurs. Donc c'est super intéressant, il invite plein d'acteurs, de comédiens de doublage pour des interviews, et souvent ça part très vite en couille. Donc si vous voulez bien vous faire détruire votre enfance, c'est l'émission où il faut aller voir. J'ai vu qu'il avait fait avec South Park là récemment, enfin avec les doubleurs de South Park. Ouais, récemment. avec le directeur artistique d'ailleurs, celui qui a choisi les voix. Absolument tout le monde au final. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu as découvert durant ce petit mois de mai? Bah moi c'est plutôt la semaine dernière, vendredi, il y a la deuxième partie de saison de Lucifer qui est sortie. Et j'ai bingé très très fort, je me suis fait les 8 épisodes en une soirée ou voire très peu de temps, et j'ai bien aimé l'épisode 10, si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille parce que c'est très marrant. 10, c'est quoi? C'est le dîner? Non, c'est celui d'avant. Ok. Celui d'après. Ok. Et du coup, c'est terminé là. Ouais. La série est... Théoriquement, ouais. Non, avant qu'ils annoncent une nouvelle saison il y a encore. une saison 6 qui sont en train de tourner actuellement, là. Ok. Ok. C'est super, ouais. Et toi, du apparemment, coup c'est la dernière, du coup. Je vais continuer la propagande, mais Superman et Lois, les gars. Regardez ce truc de merde. Non, mais ouais, encore une fois, parce que, comme j'ai dit, c'est quand même édité par CW et ça n'a rien à voir avec toutes les conneries qui sont sorties, quoi. Et ça fait vraiment plaisir, pour le coup. Vraiment. Genre, d'avoir une vraie histoire avec des vrais gens. Et surtout un truc que je connais pas aussi. Ah, c'est Parce une histoire originale. ouais, où il a deux gosses. Ah oui, d'accord, c'est bien avancé quoi déjà. Ah ouais, pas dingue. il a 2 adolescents et ils sont là et il y en a un qui découvre ses pouvoirs et l'autre qui en aura peut-être jamais, on sait pas. Genre, C'est terrible. Oh non, et du coup, il y a une jalousie entre les frères jumeaux et du coup, en fait, ses pouvoirs ils s'éveillent mais pas tout le temps. Du coup, c'est la merde. Du coup, des fois, il fait un match de football américain et puis il y a une vision laser qui passe, tu vois. Dans le monde. C'est vraiment la galère, tu vois. C'est Ok. un Superman, c'est la galère. Et puis il y a un gars qui arrive et qui dit que non, mais c'est une justice. En fait, il veut tuer tout le monde. Faut qu'on le tue, tout ça. Donc du coup, c'est c'est la merde de partout. Ça a l'air un peu sombre hein, quand même. Ouais, Les bails. et beaucoup de Superman en colère dans cette série, donc c'est vraiment super agréable à regarder aussi. C'est vrai qu'on en a pas vu beaucoup en vrai dans les films. Hein. À part avec Justice League au final. Ouais, parce que ouais, c'est l'idole de la justice, elle sait tout, elle fait tout bien, mais là c'est en mode, lui, j'ai envie de lui prendre son crâne, là. Et puis il y a Lois qui arrive et fait, non, ne fais pas ça, Clark. Ah, c'est vrai. Ah, mais tout. C'est vrai que je suis Jésus dans cet univers. C'est ça. Mais ouais, non, vraiment, c'est vraiment cool. Je conseille pour une fois, genre. Ok. Je conseille une série de CW pour une fois. Genre. Très bien. Il y a qu'une saison ouais pour le moment. Il y a 6 épisodes pour le moment. Ok. Ils sont Ok. très quali. Et toi Thibaut, Très t'as vu quoi? Moi j'ai regardé le dernier de Sony Pictures, Mitchell contre les machines. Et Netflix. Ouais, Netflix absolument puisqu'il devait faire une sortie salle, mais au final avec tout ce qu'on a connu, ça n'a pas été fait. Et super bonne surprise, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a un travail de post-production derrière, c'est incroyable. Je sais pas si vous avez vu le film Soyez sympa rebobiné. Oui, bien sûr, avec Ouais. Jack Black et tout. Je trouve qu'il y a un peu une vibe dans ce style-là. Ah, très prof. Et ouais, c'est très propre. L'humour, c'est un humour que j'aime, c'est un peu potache, mais qui fait toujours un peu mouche. Et non, et puis l'animation est magnifique. Enfin, si vous avez aimé Spider-Man, Mitchell, mais c'est beau pour les yeux. C'est des bonbons, quoi, vraiment. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille. En plus, une belle morale, une relation père-fille qui est belle, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour. Ah, si, on est là pour parler d'une relation aussi père-fille.
mais dans un autre contexte un peu moins drôle, puisqu'on va vous parler donc de Rogue One, A Star Wars Story. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become? Du coup, Rogue One Star Wars Story, film sorti récemment finalement, puisque seulement le 14 décembre 2016. Pour l'histoire du film, on va suivre principalement l'histoire de Jyn Erso, fille de Galen Erso, un homme au service de l'Empire, mais qui se retrouve être en fait un rebelle infiltré. Et du coup, voilà, on va vivre un peu ses péripéties, puisque il va monter un petit projet qui va servir à l'Empire, quelque chose de pas très important, qui s'appelle l'Étoile Noire, je crois, ou l'Étoile de la Mort, ça dépend des dates. Il vient de s'attirer les foudres de la communauté. Aïe, aïe, aïe. C'est la même merde. Non, mais je vais couper, je vais dire l'Étoile de la Mort. Tu rajoutes un son par-dessus. Je vais mettre un gros bip. Ah, non. Étoile de la mort. Étoile de la mort. De la mort. Non, voilà, pour effectivement construire l'Étoile de la Mort. Et voilà, et donc on va suivre un peu ces péripéties qui se trouvent entre l'épisode 3 et l'épisode 4, mais ça, quelqu'un de l'équipe va vous en parler un peu mieux que moi. Le film, il a été réalisé par Gareth Edwards, qui a notamment réalisé d'autres petits films, Marvin. Quelques petits films, 2, ouais. Moi j'ai vu Monster, je sais pas si d'autres l'ont vu. Et c'était il y a longtemps, donc j'ai plus beaucoup de souvenirs du tout, parce que c'est un film de 2010, mais qui était plutôt sympa. Et moi, celui qui m'a marqué, pas parce qu'il était forcément ouf, mais Godzilla était vachement impressionnant au niveau des effets spéciaux et du gigantisme des monstres. Et du coup, il fait pareil dans Rogue One. Quand on voit le petit vaisseau... alors je vais pas donner les noms parce que je vais me faire insulter, sinon je vais mélanger des trucs aussi, ça va pas être bien. Mais il y a le tout petit vaisseau qui avance, après on arrive sur le gros destroyer, et on se dit putain c'est énorme, et après en fait tu vois l'étoile de... L'étoile L'étoile qui est beaucoup plus grande, et il adore faire des plans comme ça. Et je reviendrai dans ma partie sur le pourquoi du comment et comment il fait ça. Très bien. À la musique, on a Michael Giacchino, donc qui a bien repris le thème, qui les a retravaillés un petit peu, enfin vraiment qui a fait un travail d'orfèvre dessus. Au niveau du budget, c'était estimé entre 200 et 265 millions, et au box-office, il a rapporté quasiment 4 fois son budget, puisqu'il a dépassé le milliard. Donc voilà, à partir de maintenant, on va parler des thèmes qu'on a pu sélectionner pour le film, afin de pouvoir justement vous le présenter sous un autre angle. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, on va éviter de toute manière de raconter trop de scènes importantes dans le film, mais voilà, il est possible qu'on ait à en parler tout de même. Donc arrêtez-vous là si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le découvrir. Si vous l'avez vu ou que vous en foutez, eh bien restez, prenez-vous un peu de popcorn, un petit café, et on va vous accompagner pendant ces 20 prochaines minutes. Du coup, le premier thème, Charles, tu vas nous en parler quand même, puisque Star Wars, c'est une grosse licence, et Rogue One s'inscrit parfaitement dans cette licence, donc je te laisse la parole au final. Ouais, bah en soi, ils font du Star Wars, c'est-à-dire que le Rogue One sort après le 7, mais en fait dans la timeline, c'est situé entre le 3 et le 4, qui en fait le 4 est le premier sorti en 70, et on s'y perd vite. Du coup, j'ai pensé que c'était essentiel de rappeler un peu où situer Rogue One dans l'intrigue et dans le lore de Star Wars dans ces films. Faut savoir qu'en 2016, donc on a le premier de la nouvelle trilogie, le premier volet de la nouvelle trilogie qui est sorti, et chaque année en fait il venait intercaler une Star Wars Story. Donc je sais, vous l'avez pas précisé, je pense que c'est important de le préciser, mais en fait on a eu le 7e volet. Ensuite, on a eu Rogue One, Star Wars Story, on a eu le 8e volet, et ensuite on a eu Solo, donc le film retraçant l'histoire de Solo. Là, on va juste vous parler de Rogue One et de sa timeline. Un Solo n'existe pas de toute façon. Oui, je pense que Ben en parlera, mais on va l'oublier. Et donc en fait, Rogue One, pour information, donc c'est situé entre La Revanche des Sith, donc le troisième film, et A New Hope, donc Un Nouvel Espoir, le quatrième volet.
Rogue One, comme on vous l'a précisé, c'est l'histoire d'une squadron qui va aller en fait récupérer certains plans pour détruire certaines choses. Il y a prescription sur l'histoire du 4, je pense. Là quand même. Mais Là, quand même, je pense. il y a plein en fait de petits détails de ce film en fait qui viennent s'inscrire dans le lore et qui nous ont été annoncés depuis bien des années, mais qu'on vient nous reconstituer en 2016 par ce film. Un exemple parmi tant d'autres, on sait que Guylaine Erso, Arzo a construit l'étoile noire. Et petite anecdote, en fait, ces plans de l'étoile noire, on les voit pour la première fois dans le 2, donc dans l'attaque des clones. On a les plans de cette étoile en fait en fond qui tournent et en fait ça présage les plans des sites et le plan de construction de ce super destroyer de planète. Super bien. Tu veux dire qu'en fait ils ont fait du foreshadowing avec quelque chose qu'ils avaient déjà fait? En fait c'est pas trop du foreshadowing parce que l'univers Star Wars il est déjà écrit depuis la création des tout premiers volets et en fait là on vient de juste nous mettre en film ce que d'autres avaient eu connaissance dans des bouquins, dans des bandes dessinées. Et là, on vient juste nous présenter ce qui était un peu méconnu du grand public. Ce qui est super intéressant de savoir aussi, c'est qu'il y a un livre qui est sorti avant Rogue One, donc avant le film, et qui retrace en fait l'histoire de Guylaine Erso, de sa femme, et en fait on apprend en fait leur profession, dans quoi ils travaillaient, pourquoi en fait, et c'est là où on revient à Rogue One, pourquoi en fait éclairer ma lanterne, comment elle s'appelle la fille c'est Jill Erso. Pourquoi elle a un crystal kyber autour du cou. Et ça, on le comprend pas dans Rogue One le film, mais on le comprend en fait en lisant le bouquin. Et c'est tout un emmêlement d'histoires qui font que Star Wars c'est une licence fort appréciée et pourquoi en fait Rogue One est fort apprécié des spectateurs. Mais ça, je vais pas vous en parler. Je pense que c'est Ben qui va vous en parler. Ouais. Après, il y a d'autres. Pour le coup, il y a eu des omissions au niveau de l'univers étendu de ce qui avait été fait sur la trilogie de notre jeunesse. Je vais pas donner le nom parce qu'il y a des noms, c'est prélogie, après prélogie, super prélogie, du coup, c'est le bordel. Mais genre les midi-chloriens, ils en parlent plus dans le set, ça a disparu, c'est comme ça là. Et pour le coup, là dans Rogue One, il y a aussi l'arrivée de Saw Gerrera qui vient de l'univers étendu, il me semble, de Star Wars Rebels. Saw Gerrera, en fait, il vient à l'origine, en fait, c'est dans le lore. Saw Gerrera a participé à l'attaque des clones, donc à la guerre des clones, qu'on voit, qui débute à la fin du deuxième volet. Et on le voit en fait pour la première fois à l'écran dans la série animée. C'est Rebels, quoi. Non, c'est Clone Wars. Ok. Si je dis pas de bêtises, mais là, on veut pas s'attirer les foudres de nos amis fans de Star Wars. C'est pas mes potes les fans de Star Wars, c'est chiant. Ouais. Au pire, mettez-le en commentaire, on lira pas les commentaires. C'est honteux, monsieur. Du coup, Ben, effectivement, toi, t'attaques un sujet un peu plus épineux, pour certains, car pour beaucoup, Rogue One, c'est le meilleur épisode à ce jour qui est sorti au cinéma. En termes de film, on parle pas vraiment des comics, on parle pas des séries animées, on parle vraiment que du domaine cinématographique. Du coup, pourquoi, Ben ? Encore une fois, qui de mieux que quelqu'un qui déteste l'univers cinématographique de Star Wars pour parler du meilleur film. Tu vas faire quoi? Non, plus sérieusement, donc moi je suis pas, du coup j'ai pas grandi avec Star Wars comme tout le monde, donc j'ai regardé tous les Star Wars, l'intégralité des Star Wars lors du premier confinement, parce que j'avais envie de mourir moins con tout simplement. Et surtout par rapport à une remarque qu'on m'a faite sur un des personnages en me disant qu'il avait plus de charisme qu'un autre personnage. Je ne dirai rien pour pas insulter tous les cinéphiles de la planète, quoi. Au-delà de ça, moi, étant un lecteur de comics de base, j'ai été habitué à voir du coup des personnages de Star Wars sous une forme différente, si on peut dire. Donc voir Anakin, voilà, et le pseudo Dark Vader qu'il devient là dans les films, ça m'a fait mal. Sincèrement, je vais pas mentir avec vous, ça m'a fait mal. Mais dans Rogue One, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Ouais. Dans Rogue One, on se retrouve déjà beaucoup plus avec déjà un protagoniste. Comment dire ? Comment l'expliquer ça encore ? On a des bons protagonistes qui sont pas forcément protégés par le
le bouclier scénaristique, et ça fait très 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 plaisir. Voilà. J'aime pas du tout. Sans... sans vouloir vous spoiler, encore une fois, mais bon, genre, il s'en fout, donc on va spoiler. Non. Il n'y a pas de deux petits indices. Et puis surtout, on a un antagoniste aussi qui est un méchant qui est très méchant, quoi. Ça, on le dit pas assez souvent. Là, ça fait plaisir de voir du coup une grosse entité de la saga Star Wars se présenter vraiment comme étant une grosse entité, quoi. On le voit pas souvent dans le film. À chaque fois qu'on le voit, il appose la terreur. La dernière fois qu'on le voit dans le film, c'est l'ombre de la guerre, le type, quoi. C'est scandaleux. Tout est trop facile. Tout est trop facile. On sent que vraiment, il est là et l'air est plus lourd, quoi. Et ça, je suis désolé, ça change. Ça change énormément. Et je pense aussi que la chance qu'il a eu, Rogue One, c'est de tomber au milieu d'une trilogie qui est vraiment pas appréciée. Je sais pas si vous pensez. Alors, c'est pas ce que moi je dis. Dans l'opinion publique, la dernière trilogie de Star Wars, pour les gens qui sont là à payer des 300 € leur sabre, ils sont en mode, c'est vraiment une hérésie ce que j'ai vu. Je sais de qui tu parles. C'est pas du tout visé, on a dit en 2021 on arrête les propos Ça commence visés. par un T, ça finit par Anguille. Bref, ouais, donc non, c'est même pas mon avis à moi, tu vois. Quand je dis ça, c'est vraiment quand tu regardes un peu sur internet ce qui se dit, tout ça, c'est vraiment la saga la moins appréciée. Donc, est-ce que c'est parce que justement ça a perdu de sa superbe dans le sens où, bah, comme vous le dites, vous avez grandi avec, donc du coup, il y a un petit délire derrière lequel c'est amené qui a grandi avec vous. Genre, moi, je sais typiquement que avant que je regarde Rogue One, moi, mon préféré, c'était le 3. Voilà, donc le 3, parce que je l'ai vu au cinéma et que c'était incroyable, que la scène finale est incroyable. Bon, je trouve que maintenant, en ayant grandi, le développement du 3, il s'est un peu... Enfin, il s'est perdu, quoi. Genre, c'est le développement du personnage d'Anakin dans l'univers cinématographique. Enfin, vous m'arrêtez si je dis de la merde, encore une fois. Genre, enfin, c'est un peu... Voilà, c'est tiré par les cheveux, un peu, les gars. Ah, Dites-moi. c'est un peu bancal, moi je trouve aussi, mais bon, je vais pas me lancer dans le sujet. Ouais, parce non, mais c'est- alors c'est que, vaste, mais, typiquement, genre, vraiment, le décalage qu'il y a entre, genre, la moitié du... Non, allez, 70% du film du 3 et les 30% qui restent, là où on est en train de voir des choses incroyables. Alors, je trouve enfin, je sais pas, ça n'a pas été assez bien amené. Je dis pas que je suis un réalisateur ou quoi, tu vois. Et je suis pas là encore en train de jeter la pierre sur Star Wars parce que je déteste ça, je sais pas quoi. Juste là, j'essaye de parler de manière objective. Il manque beaucoup de choses. Et dans Rogue One, genre, il manque pas grand chose, en fait. Non. L'histoire est pas réellement, non, l'histoire est pas bâclée. Non, l'histoire est bien racontée telle qu'elle aurait dû être racontée. Bon, il manque encore des éléments parce que je n'ai pas lu les livres, tout ça. Charles, tu m'arrêtes si je dis de la merde. Mais c'est bien amené. On voit quand même la transition du point A au point B, sans dire ce qu'est le point A et le point B. Bon, vous l'avez déjà dit de toute façon, donc je sais pas pourquoi j'essaye d'arrêter de spoiler, quoi. Mais voilà, le film, il est complet. Genre, il a un début, une finalité. Elle est pas tirée par les cheveux. Ça arrête pas la quasi-totalité de la Star Wars sphère. Genre, enfin. Pour moi, oui, c'est le meilleur. Voilà. Encore après ça, bon, ça vaut pas Mandalorian. Voilà, on en parlera une autre fois s'il faut. Mais après, voilà, dites-moi genre, je dis, si c'est criant ce que je dis, n'hésitez absolument pas à rebondir, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, du coup, en fait, ce qui est important de préciser et ce qui est super à propos, c'est de se dire que Rogue One, c'est un univers dans une case donnée. C'est-à-dire qu'on va pas essayer de faire plusieurs films sur tout un univers étendu. Là, on a dit on veut l'escouade Rogue One, donc on sait quand ça commence. Désolé pour ce que je vais dire, mais on sait quand ça finit. Et du coup, on sait comment faire pour que dans un film de 2 heures et quelques, toute l'histoire de la squad Rogue One, elle rentre dedans. Bien sûr, c'est ce qui manque pour moi dans la quasi-totalité des films qui tournent maintenant en trilogie, genre, et plus même. Enfin, au bout d'un moment, ça y est, il faut que ça finisse, quoi. C'est bien, genre, on a compris que vous raidiez sur une wave et qu'il faut faire des thunes, mais au bout d'un moment, c'est bien que l'histoire, elle finisse, tu vois. Non, et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les jeux, c'est pareil pour... Enfin, juste, ça y est, l'histoire, elle est finie, c'est cool. Après, moi, je pense que je vais balancer ses propos quand même par rapport au fait qu'on est quand même 15 ans après la seconde trilogie. Et à mon avis, les réseaux sociaux font aussi qu'on a plutôt tendance à lire ces mauvais avis et tout ça qu'à l'époque. Et je pense que ça joue aussi. À mon avis, il y a quand même des gens qui les ont appréciés, parce qu'il n'y aurait pas eu autant de recettes. Moi, je les ai bien aimés aussi. Il n'y aurait pas eu autant de recettes sur les 3, tu vois. Si le premier avait vraiment déçu tout le monde, personne n'y serait retourné au deuxième et troisième, tu vois. Ouais, mais si je suis totalement honnête, par exemple, moi, vu que j'ai pas grandi en ayant vu les premiers que vous avez vus, moi j'ai préféré la dernière trilogie, tu vois. Mais bon, ça reste quand même dans le même délire de...
Genre, ayant commencé Star Wars par les comics, je m'attendais à voir certaines choses que je retrouve absolument pas dans les films. Et c'est ce qui me dérange aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis un anti-Star Wars, en gros. Je suis pas un anti-Star Wars, mais voilà, quoi. Parce que t'as bien aimé The Mandalorian. Ah, mais Mandalorian, je sais même pas quoi vous dire. Ils peuvent en faire 10 saisons comme ça. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. Genre, c'est Wars. scandaleux. Genre, c'est trop. Enfin, je m'attendais vraiment à rien et genre, c'est incroyable en fait. C'était juste incroyable. Petite larme à la fin d'ailleurs. Du coup, voilà, on a bien parlé de la licence. Maintenant, on va parler d'un côté un peu plus technique. Marvin, tu veux effectivement nous parler de la photographie et de la direction artistique du film. Tout de même, technique. Technique, oui. Je suis Marvin, technicien tu es du le cinéma. technicien Avant de ce tout. groupe. Avant tout, technicien du cinéma. C'est vrai, Ben l'a dit, il y a beaucoup de différences et ils ont, malgré, comme l'a dit aussi Charles, malgré une case vraiment prédéfinie, parce qu'on sait à la base déjà à l'origine ce qui se passe pour cette étoile de la étoile. Et du coup, comme je le disais, ouais, c'est vraiment dans une case qui était existante d'histoire, en tout cas dans l'univers Star Wars, on savait ce qui se passait pour ça. On va pas rentrer dans les détails, mais techniquement, il y a prescription, tout le monde sait ce qui se passe pour la première étoile, vu qu'il y en a 2 dans la saga. 3. Oui. Ouais. Elle existe la dernière trilogie? T'avais bien aimé. Je sais plus, tu sais, j'ai des chemises réversibles. Et du coup, l'élément différenciant, un des trucs principaux, c'est qu'il n'y a pas de Jedi aussi. Donc ça aide pas mal à faire que ce soit tout à fait différent. Il y a la Force, et quelqu'un d'autre dans le groupe reviendra dessus tout à l'heure, mais ça différencie pas mal le schmilblick, et c'est quand même étonnant, parce que même Mandalorian, on avait des bases de ces histoires-là et tout, et pourtant, c'est les éléments de ces univers en termes filmiques et séries qui se différencient le mieux et qui font le mieux. Mais comme l'a dit Ben, vraiment, Mandalorian, faut regarder les affaires. C'est incroyable. Bah, au final, c'est une partie intégrante de ce qu'il y a comme étant le bouclier scénaristique. En fait, le fait que tu sois un Jedi, bah, tout va dans ton sens, en fait, ouais. Tu génères ta chance, tu tires les... Bah, c'est n'importe quoi. Bon, après, ils se font quand même bien la télé Oui, des Jedi au mais long parce du qu'il film. y a un gars qui a encore parce qu'il y a encore un gars qui a encore un plus gros bouclier scénaristique. Le mec, on l'attèche dans la lave, il est là en mode ah ça va, c'est chaud. J'ai eu chaud, quoi. frère. Ouais, donc oui, mais c'est vraiment ça qui est vraiment cool du coup avec Rogue One, c'est que tout est humain quoi. Et on se rend bien compte que dès qu'il y a un truc qui l'est pas, bon bah c'est chaud quoi. Ouais. Oui. Et encore, on va revenir là-dessus, il y a des trucs Ouais. humains qui sont beaux quand même. Et il y a plusieurs éléments différenciants, et dès le générique, en fait, déjà, il n'y a pas le texte en défilé qui se fait sur tous les épisodes de Star Wars absolument. Han Solo, je sais pas s'ils l'ont fait, mais vu qu'on considère qu'il est dans une autre dimension, c'est pas grave. Solo, de mémoire, Solo, il n'y a pas non plus. Il n'y a pas non plus. Mais C'est bon, vrai que ils j'ai n'ont pas pas vu réussi pour autant. Enfin, du coup, c'est pas mal, parce que ça montre que quoi qu'il arrive, même si tu t'appliques pas forcément les règles à la lettre, que ça fait pas un chef-d'œuvre pour autant. Sans vouloir dire que Rogue One soit forcément un chef-d'œuvre, mais il y a beaucoup d'éléments changeants. Et le titre aussi, c'est vraiment en détail, mais au lieu de faire avancer le texte du coup dans l'espace et le faire reculer, là c'est la caméra qui bouge pour montrer vraiment la différence par rapport à Star Wars. La musique aussi, c'est pas du tout la même si Michael Giacchino utilise les mêmes accords, tout ça, qui se sert des thèmes de base, c'est tout à fait différent. Et il y a 2 autres points qui sont ultra importants, et je vais rester dessus vraiment ultra vaguement parce qu'on a pas de considération technique ultra chiadée de notre côté, mais ils utilisent une caméra et une lentille ultra Panavision 70 qui fait qu'il y a des plans qui ont l'impression d'être ultra larges, et même si c'est du numérique, c'est vraiment ultra beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est génial. Et ils court-circuitent d'entrée de jeu aussi les clins d'œil qui se font d'habitude à l'univers Star Wars. Le premier plan dans l'espace, techniquement, souvent c'est en dessous des destroyers, les choses comme ça, il y a des plans comme ça. Et là, ce qu'on voit juste, c'est l'anneau de la planète, je sais plus sur laquelle ils sont premiers, c'est Aidu peut-être, je me souviens plus. Mais il y a beaucoup de planètes et c'est très beau. Et il y a beaucoup de plans de transition aussi dans l'espace qui se passent comme ça. On voit d'abord la planète, on voit le lieu, et après on est ensuite sur place. Et ça aide pas mal aussi à se figurer, à rendre l'univers pas forcément plus réaliste, mais plus véritable peut-être, parce que réaliste, bon, ça c'est un bien grand mot, c'est un space opéra, même s'il y a des thématiques guerrières, ça reste compliqué à rendre réaliste, mais il y a pas mal d'éléments qu'ils ont travaillé, qui n'étaient pas possible de travailler à l'époque. Typiquement, quand il y a la bataille dans l'espace, à un moment, quelque part sur une planète, pour aller chercher quelque chose, et ils ont réutilisé les maquettes des destroyers du 4, ils les ont vraiment remoulées en 3D. Et c'est d'ailleurs ce qui leur donne l'aspect blanc. Moi j'avais trouvé ça un peu étrange, et elles sont super blanches, elles sont polichées. C'est incroyable, il y a des vaisseaux nettoyeurs dans l'espace, ils font des trucs de fou. Et du coup, ils ont réussi à faire, contrairement au 4 et à beaucoup d'épisodes, enfin maintenant ils arrivent à le faire, mais à mettre les ombres sur les chasseurs TI, sur les vaisseaux qu'il y a, sur les destroyers, tout ça. Donc ça participe à donner vraiment un effet véritable à l'image et à tous ces éléments-là.
Et il y a un gros point aussi, et c'est considéré de toute façon comme un film de guerre, il y a beaucoup de séquences, et de toute façon tu suis une rébellion et des soldats, et même des ultras, des ultra rebelles qui sont ultra méchants. Et il y a beaucoup de caméras à l'épaule dès le début, et on voit aussi beaucoup de contre-plongées dès le début quand Galen Erso vient se faire récupérer par des copains d'avant qui étaient pas super sympas. Et ben on voit sa fille dans le champ, mais on veut pas spoiler. On voit sa fille dans le champ en contre-plongée, vraiment vue de terre, quoi, à taille humaine. Et ils le font aussi beaucoup dans la ville de Jeddah. Et ça participe aussi au gigantisme de l'image, des visuels, quand on voit le Destroyer au-dessus là, qui récolte les cristaux Kyber. D'ailleurs, tout à l'heure tu parlais de cristaux Kyber, je sais pas si on a besoin de spécifier ou pas ce que c'est. C'est un truc pour faire les sabres au laser. Voilà, c'est les sabres qui servent à faire le laser. Et ça change la couleur du sabre aussi. Oui, en fonction de la physionomie de la même personne qui va chercher le cristal, en fait, le cristal change de couleur. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais les sites en fait ont une couleur différente parce que soit c'est qu'elle a pris cette couleur d'origine parce qu'ils ont une âme noire, soit en fait c'est parce que c'est un sabre et ça par contre ça reste dans la théorie, hein, ça n'a pas été encore prouvé dans l'univers étendu, mais c'est parce que c'est un sabre d'un Jedi tué par un autre Jedi qui a pleuré, il a pleuré du sang et du coup cette pierre s'est teintée de sang et est devenue une lame rouge. Après, il y a des exceptions, mais on va pas rentrer dans l'ordre, genre Darth Maul. Oui, Darth Maul, parce que c'est sur sa planète et que c'est une race bien particulière, mais ça reste. Yes. De la première soirée. Au niveau de la composante technique, il y a encore quelques petits détails. Ils ont fait pas mal de mocap, je vais revenir dessus juste avant. Et pour rester du côté taille humaine et réalisme, ils ont aussi beaucoup fait le choix de filmer à la lumière naturelle. Pas mal de fois, et ça se voit en fait, c'est super beau. Et c'est compliqué un film en lumière naturelle, il faut se mettre à des horaires spécifiques. Surtout sur des grosses productions comme ça, avec 2 équipes techniques. Ils ont fait, je ne savais pas qu'ils avaient 2 équipes, mais c'est un truc qui se fait de plus en plus à la fois sur les séries et les films, d'avoir 2 grosses équipes de production qui filment des scènes principales, des scènes secondaires, tout ça. Et on reviendra pas dessus parce que ça n'a pas d'intérêt, qu'on n'a pas vraiment de réponse là-dessus, mais il y a eu beaucoup de reshoots aussi, et ça participe au fait que les bandes annonces sont un peu what the fuck parce qu'il y a des plans qu'on voit nulle part. Et il y a aussi eu des scripts docteurs parce que le script était bresson à fond apparemment, et Disney ils ont dit ça... Mais c'est de l'amour un peu. c'est pas bien. Ils se passent un câlin là. Et c'est ce qui fait que le montage est un peu chiadé les 20 premières minutes parce qu'on introduit tout le monde. Le capitaine, il n'avait pas, a priori, techniquement, dans les scènes originales d'introduction vraiment comme ça, où on le voit, on le présente, parce que Gareth avait sûrement dit il voyait pas forcément l'intérêt de réintroduire tous les personnages par des backstories. Et Disney on dit si, il faut le faire parce que les gens ils sont quoi. Enfin, c'est pas nous qui le disons, mais Disney le dit, visiblement, parce qu'il faut des reshoots. Ouh. Et il y a une grosse avancée technique, au-delà de l'utilisation d'une autre caméra, d'un autre type de lentille pour tout ce qui est visuel, c'est qu'ils ont fait de la mocap pour, je vais bien prononcer son nom, Grand Moff, si c'est ça. Et du coup ils ont fait énormément de motion capture. Bon après, à l'époque ils avaient dit que c'était génial, que la technologie fonctionnait bien, mais ils ont dû quand même reprendre plan par plan après à l'ordinateur, mais ce qui rend le travail en fait sur son visage qui est quand même plutôt beau, moi je dirais. On a eu un débat avant l'enregistrement, d'autres trouvaient que la fin était jolie aussi. Moi je trouve qu'elle est un peu moins bien faite, Leia, parce qu'elle est décédée, et de toute façon il l'aurait pas pris parce qu'il fallait une Leia jeune, mais elle est l'actrice Carrie Fisher qui incarnait Leia est décédée quelques mois avant le tournage je crois de Rogue One, ou avant la fin en tout cas, quand ils avaient besoin d'elle pour cette scène là. Donc ils ont fait des avancées technologiques qui sont pas mal. Après la motion capture est utilisée pas mal dans le jeu vidéo maintenant, mais là ils ont utilisé un acteur qui portait un casque à poing pour filmer en fait son visage et le remplacer après en post-prod. Et ça marche vraiment super bien quand même au niveau. Il y a un moment, il y a des effets visuels qui sont sympas, typiquement quand on est dans la Moffat je crois, sur la planète de Dark Vador, quand on le voit. Il y a Mustafar, pardon, je suis débile. C'est le père de Simba. Ça, ouais, c'est C'est le roi de la savane. Lui c'est le roi de la lave, quoi. C'est le roi de Gilet. Et il y a un effet d'ombrage qui est hyper stylé quand Krennic vient le voir pour avoir des renseignements. On voit l'ouverture de la porte et il y a toute l'ombre de Vador qui est portée pour réintroduire le personnage en montrant que c'est un personnage qui finalement qui est déjà connu de l'univers. Et ils font pareil pour Moff Tarkin. Je sais pas si c'est vraiment au premier plan on le voit, mais à un moment quand il est face à une grosse baie vitrée de l'espace et qu'il regarde l'étoile, et on voit son reflet aussi. Ils ont réussi à faire un reflet d'un mec qui a été pris en motion capture, donc c'est fort quoi, c'est incroyable.
Et oui, comme on l'a dit, du coup aussi, la musique est faite par Michael Giacchino et ça change beaucoup de choses. La musique est pas forcément monumentale, on s'en souviendra pas forcément comme l'une des meilleures, mais ça change la donne et il y a des plans sur lesquels et des scènes sur lesquelles c'est hyper intéressant. Il y a des bonnes musiques quand même. Bah, il y a surtout la récurrence des thèmes. Mm. Quand Vador arrive, c'est toujours son thème qui est Ouais. présent. On a la marche Tout à fait. de Vador qui est rythmée par cette musique. Et côté technique, je crois que j'ai fait le tour. Très bien. Merci Marvin. Du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour effectivement de ce côté-là, Jean, tu vas nous parler du bien et du mal nuancé. On a déjà pu en parler un peu avec effectivement les cristaux. Et du coup, je vais te laisser appuyer un peu ce propos. Eh bien, merci de m'introduire. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans Rogue One, principalement, du coup, c'était vraiment ce côté nuancé, c'est-à-dire que dans la plupart des Star Wars, généralement, l'Empire, c'est les méchants qui sont très méchants, et la République, c'est les gentils qui sont gentils, mais qui sont un peu faibles, qui doivent se cacher, etc. Même s'ils sont forts à la fin, je vois Marvin qui s'énerve. Et en fait, dans ce Rogue One, eh ben, déjà, il y a Galen Erso, qui, je trouve, représente bien le côté Empire, c'est-à-dire cette excellence technique, mais aussi le fait qu'il n'y a pas que des clones, il y a aussi des humains qui travaillent pour l'Empire, et on en voit beaucoup d'ailleurs dans ce Rogue One. On voit tous les scientifiques, on voit même les soldats sont des soldats, sont pas des clones, en fait, malgré le fait qu'il y ait déjà eu l'attaque des clones. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a le pilote qui, je trouve, humanise vraiment, c'est lui qui humanise peut-être le plus l'Empire, en se montrant son côté complètement barjot. En fait, tu te dis, mais comment il s'est fait recruter parmi l'Empire, quoi. Donc voilà. Et Il moi, a croisé Borgoulette quand même, quoi. Il a croisé Borgoulette. ouais. Et du coup, moi je trouve ça intéressant de voir ces changements de camp. En plus de ça, il y a le personnage de Andor, qui au départ est quand même présenté comme un mec qui fera tout pour sa mission, qui a aucun remords et qui vraiment fera tout. Après, je trouve qu'il a été un peu plus lissé au fur et à mesure du film. Voilà, il s'ouvre plus. Peut-être que c'était le but du personnage. Je sais pas, moi je trouve que c'était un peu dommage. Je l'aurais bien vu rester un peu énervé jusqu'à la fin, quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pouvez me donner un peu votre avis, les gars. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Du coup, en fait, ça fait un peu le parallèle avec le pilote au final. C'est-à-dire qu'on a le méchant qui devient gentil au fur et à mesure parce qu'il se rend compte que ses actes, c'est pas très sympa ce qu'il fait, hein. Et puis, pareil, au niveau du gentil qui est en mode faut que je réussisse ma mission, faut que je fasse que ça, qui va venir se lisser et qui au final va se dire bon, bah d'accord, on peut faire quelques concessions. Si c'est pour ma pote, allez, quoi, y a pas de problème. Mais ouais, on voit que c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Il y a aussi des nuances de gris au final. Non, mais surtout. Non, surtout, t'en as pas parlé, mais le plus extrémiste, c'est Saw Gerrera quand même. Oui, oui, complètement. Oui. Et on le voit comme un rebelle, mais finalement, en fait, c'est un rebelle qui tue des gens, qui torture des gens. Le pilote, il va ressortir, limite lobotomisé. Heureusement, il a un éclair de génie qui lui ramène à la mémoire. Je suis pilote. Je suis le pilote. Et finalement, ça va mieux. Mais Saw Gerrera, on nous a toujours dit dans l'univers Star Wars que les rebelles, c'est ceux qui combattent les méchants. Et au final, t'as un rebelle qui est en fait aussi barjot qu'eux et qui n'hésite pas à torturer pour arriver à ses fins. Et donc, en fait, c'est là où le film apporte une nuance sur les deux plans. C'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. T'as aussi du gris dans chacun des côtés du combat. Ce qui est intéressant du coup avec les squads de Rogue One d'ailleurs, c'est toute la partie aussi dans la ville où là on comprend bien que eux, ils ont rien à voir avec ce conflit, enfin pas encore du moins, et où il y a les rebelles qui attaquent directement l'Empire et puis ça part directement en guerre civile. D'ailleurs ça part en guerre civile très très rapidement d'ailleurs cette scène. Donc voilà, ouais, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Donc un film relativement nuancé et peut-être même le plus de la série, je pense de tous les Star Wars. Hein. Je suis assez d'accord là-dessus. Pour terminer, on va parler de la force et donc du côté religieux qu'apporte un peu cet épisode. Donc effectivement, tu as parlé des apparitions de Vador. Je voulais revenir dessus parce que c'est quelque chose la première fois que j'ai visionné le film qui m'a frappé, c'est effectivement cette première apparition de Vador qui apparaît vraiment comme un messager divin ou même carrément un dieu qui descend sur Terre avec cette grande lumière divine qui vient le frapper de dos et lui qui avance comme ça vers nous. Bon, forcément, même si Krennic c'est son allié à la base,
tu vois Vador qui commence à arriver vers toi comme ça. Krennic prend un peu la conf d'ailleurs. Ah bah ouais, mais il comprend. Ouais, voilà, il l'a vite calmé très et vite il dessus. claque des fesses au final, hein, parce que Vador c'est pas le dernier, c'est pas Joe le rigolo, hein, et tu blagues pas avec lui quoi. Pas chaud le rigolo. Non mais voilà, effectivement donc il y a ce premier plan avec Vador et le deuxième où pareil, il va apparaître donc dans le croiseur stellaire et bon il va faire face à une certaine résistance, mais c'est comme si Zeus descendait sur Terre et puis claquait des doigts pour tuer un peu tout le monde, enfin tous ceux qui voulaient et qui étaient contre lui. Au final, il n'y a pas vraiment de résistance quoi. C'est donc tout est très sombre et la seule lumière qui vient éclairer la scène, bah, c'est le sabre de Vador qui va s'allumer et qui va venir découper un peu Sur la ses dernière, ennemis, du quoi. coup. Ouais, sur Ouais, sur la dernière, ouais. Ouais, d'ailleurs, je me suis dit, mais t'es vraiment un gamin, mec. Hein. T'es là, tout le monde est là en mode. Il va pourrait couper ton- exploser tout le monde en 2 secondes. Et là, dans sa tête, il s'est dit, mais je suis giga classe. Là, j'ai la classe. Là, Mais en soi, toi tu dis Zeus, mais enfin pour moi en fait, les habits, la couleur du sable, c'est un ange de la mort. C'est Oui, non, mais un Shinigami, enfin, ce que tu veux. C'est clairement un mec qui descend et qui vient. Oui. Dès que tu le croises, en fait, t'es dead, c'est la mort. C'est ça, exactement. Oui, Lucifer. Enfin, appelez-le comme vous voulez, Satan, ce que vous voulez. C'est vraiment cette figure. absolument rien qui l'empêche de faire un pas en avant. Quoi. C'est Je ça. suis en train de me refaire la scène dans Non, la mais tête vraiment, encore une vraiment. fois. Quoi. Il prend la force, il en jette un en l'air, il le colle au plafond. Il s'en fout. Pendant qu'il Il s'en découpe un gars, il découpe le bit de celui qu'au plafond. Tu vois, genre, vraiment, je suis un swaglord, les gars. Il y a quoi Genre, parlez Je fais pas avec absolument moi, ce les que gars. je veux. Et voilà, on a effectivement donc de ce Vador qui est un peu une figure de dieu et élu par vraiment la force quoi au final. Et on a un peu cette figure de David contre Goliath, donc avec Rogue One qui va venir affronter effectivement Vador et ses troupes. Enfin, jamais vraiment directement Vador. Et donc avec, comme on vient de dire, Vador avec les rebelles. Et on a aussi cette image quand le vaisseau Hammerhead va venir taper le croiseur pour détruire le bouclier. Pareil, c'est un tout petit vaisseau qui va venir taper quelque chose de colossal et toujours ce combat un peu titanesque entre homme et dieu, quoi. Voilà, enfin c'est effectivement comme ça que j'ai pu ressentir un peu le film au final. Et donc la force qui fait un peu figure d'autorité suprême, comme on vient de dire, puisque Vador, lui, il a été touché par cette grâce, il peut faire absolument ce qu'il veut autour de lui, puisque les gens, eux, n'en ont pas. Et finalement, on a une exception avec le personnage de Chirrut, je sais plus exactement comment ça se prononce, qui est donc ce moine aveugle qui va croire en la force, qui va essayer de la propager vraiment, qui est gardien de la force. Et donc ce personnage qui, lui aussi, apparaît touché par la force, puisque effectivement, on a cette fameuse scène où il va avancer sur le champ de bataille, il va éviter tous les lasers pour finalement arriver à son objectif. Et du coup, voilà. Et ça, c'est la question que je voulais vous poser parce que j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que pour vous, la Force va avoir seulement quelques élus dans le monde de Star Wars? Ou alors, comme Chirrut nous l'a prouvé, en fait, il suffit d'y croire pour finalement y avoir accès? Moi, je dis qu'il y aura. Ouais. Moi, je dis qu'il y aura autant d'élus que Disney l'aura décidé, les gars. Hein. C'est tout. Hein. Là, la saga ne Briser finira le mythe, jamais. quoi. Star Wars, ça finira jamais, hein, sachez-le. Bah, moi, je trouve que Rogue Sachez-le. One, au niveau de la force et à qui elle est offerte, en quelque sorte, je trouve que là, il ramène vraiment ce côté. Dark Vador, il a la force. C'est un demi-dieu, en fait. Dans ce film où tout est à hauteur d'humain, quasi, où il n'y a que ce petit prêtre-là qui a un petit peu des pouvoirs, mais sinon, tout est humain, c'est-à-dire ils utilisent des armes à feu, ils vont pas avoir des pouvoirs magiques, et dès qu'en fait, il y a un petit peu de force, ça y est, d'un seul coup, c'est un truc de fou, tout est modifié. Et je trouve que justement, c'est bien quand il n'y en a pas beaucoup, mais que en fait, on n'est même pas obligé d'y croire parce que ça nous laisse un peu ce doute avec ce prêtre où on pourrait se dire peut-être qu'il a eu de la chance, qu'il a juste évité tous les tirs. C'est ça. Bon, après, il est aussi très fort, hein, il est capable de repérer des Oui, trucs oui, alors il qu'il a est des sens aveugle. Hein, aiguisés, mais ouais, ça, c'est sûr. bon, voilà, on n'est pas obligé d'y croire et c'est ça que je trouve aussi qui est bien. Ouais, voilà, c'est cette nuance que je trouvais effectivement. Bon, après, il y a Dark intéressante. Vador qui arrive, là, si oui, t'y crois, mais bon. Là, on parle d'encore autre chose. Du coup, voilà, on a fait un peu le tour des différents thèmes qu'on voulait aborder avec vous. On peut proposer pour terminer une petite échelle de méchants sur le méchant principal, donc pas Vador, puisqu'on le voit apparaître que 2 fois et on sait déjà son niveau de style sur ce film. Mais de Krennic, effectivement, ce jeune commandant qui finalement essaye d'impressionner son empereur et qui. Oh, il a perdu le souffle, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, il a un peu du mal, quoi, le pauvre. Du coup, voilà, combien vous lui mettez à cet homme Ben, toi? Tu lui mettrais combien? Bah, compte tenu du fait qu'il y a le mal suprême au final dans la saga, je peux pas le noter bien haut.
parce qu'il y a toujours une entité qui débarque et qui te rappelle que tout ce que vous avez vu, c'est de la merde jusqu'à ce que j'arrive, quoi. Donc on va lui mettre un petit 7 pour l'essai, tu vois. Pas 6, parce que 7, parce qu'il a vraiment essayé, quoi, et 7 parce que ça s'est pas super bien fini, quoi. Mais ouais, 7, je trouve que c'est pas mal. C'est honorable quand même. C'est honorable. Charles, toi. Moi je serais plus de mettre un 6. Parce que, comme t'as dit, en fait, on dirait un gamin qui veut montrer un coloriage à son papa. Regarde, papa, mon collier de pâtes, il est beau, tu le veux? Non, bah non, j'aime pas les pâtes, qu'est-ce que tu me donnes? Casse-toi, en fait, fais tes bails de ton côté, et puis viens pas me faire chier. Le jour où t'auras fait quelque chose de bien, là, je m'attribuerai les mérites. Mais, non, 6, et puis pourquoi? Parce que, en fait, on aurait pu mettre moins, parce que en soi, il fait pas énormément de choses, mais on aurait pu mettre plus parce qu'il détruit 2 planètes. Wow. J'ai pas dit lesquelles. J'ai pas dit Jeddah. C'est quoi la planète? Et toi, genre, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je lui mettrais un reste à ta place sur 10, claqué au sol. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a zéro style dès les premières scènes où il arrive face à Galen, où il est là dans le champ de laitue, là, il est en mode on va vous taper, personne n'y croit, genre, non, franchement, c'était trop difficile de lui donner un peu de dire ouais, ce mec il va peut-être grandir dans l'Empire, parce que même quand il essaye de faire son lèche-boule, ça marche pas, quoi. Après, au final, c'est toujours comme ça, en vrai. Hein. Je sais pas, imagine. Ah, mais dans l'Empire, de toute façon, tu lèches des boules, tu te fais taper, tu lèches pas, mais tu te fais l'Empire, taper. c'est la vraie vie, les gars. Genre. L'Empire, c'est la vraie vie. Imagine, t'es là, genre, tu taffes en supermarché, genre, t'as un directeur de secteur, il a pas réussi à être directeur de division, donc ouais. Vas-y, alors, j'espère que t'as bien rangé tes cartons. Peut-être. C'est la même chose. Et Dark Vador, c'est le directeur de magasin. Bah, quand c'est directeur de magasin, Par lui, contre, il a on le dit vrai pas pouvoir. lèche mes boules, on le dit lèche mon étoile noire. Lèche l'étoile noire. Terrible. Ouais, toi, Arvin, du coup. Moi, je trouve que vous êtes dur, je lui mets un petit 11 sur 10. Non, je déconne. Non, à partir du moment où ce gars-là est plus impressionnant que lui, que t'as moins envie d'être dans une pièce avec lui que Krennic, tu te dis bon, il pue un peu Krennic. Après, il est ultra stylé, ils lui ont fait une petite tenue blanche et Non, tout. oui. Ouais, Ouais, attends, on dirait Randa dans la cour de récré. Je vais le faire à la maîtresse. Donc 0 quoi. Après, la performance de l'acteur, je trouvais. J'ai adoré le détester, voilà. C'est pas la première fois qu'il fait un rôle de méchant, et pour le moment, il est très Ouais, il dans est ce bon dans rôle-là. ce qu'il fait, quoi. Et toi Thibaut, avant qu'on conclue, parce qu'on part dans tous les sens. Ouais, je lui aurais donné un 6 parce que juste la scène en fait avec les scientifiques, il dit alors c'est qui a cafeté? Et qu'en gros il dit bah c'est moi, et puis il fait ok, je l'ai tué quand même. Ok. Tu veux montrer que t'es méchant, y a pas de problème, vas-y, allez. Non, juste voilà, c'est vraiment de la méchanceté gratuite, du coup je me dis bon allez, t'as quand même un peu plus de la moyenne, quoi. Mais voilà, effectivement je suis comme vous, je suis pas forcément convaincu par la méchanceté du gars, même si bon effectivement il a lancé des rayons sur des planètes, sur des villes. Ouais, je peux le faire aussi. Hein. Oui, voilà. Et puis de toute manière, s'il l'avait pas fait, c'était d'autres qui l'auraient fait. Donc, C'est ça. voilà. Du coup, voilà. Vous l'aurez compris, donc ce film nous a tous particulièrement plu, en tout cas dans cet univers étendu qu'est celui de Star Wars. Juste avant de vous laisser, on vous fait un petit rappel. Le référencement. Le référencement, bien sûr. Franchement. On a des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter. Donc n'hésitez pas à les suivre, à nous parler, on vous répond, on vous fait des bisous, vraiment. C'est un petit endroit cocooning, on est tous bien, tous gentils. Ah, le cocooning, ça m'a manqué. C'est que pour toi, ça. Le cocooning, putain. Voilà, on échange, on est très content de partager avec vous ces petits moments. Et du coup, en attendant le mois prochain, on vous fait des bisous, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de regarder des films. Bisous.